Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Camille Weber. Salut Camille. Salut François-Joseph. Alors Camille, nous on se connaît depuis 2016. À l'époque, tu ne dirigeais pas Weber. Tu as repris cette maison qui porte ton nom en 2021 et je vais te laisser te présenter et nous raconter un peu cette histoire. Avec plaisir François-Joseph. Donc en effet, moi je représente la septième génération de la famille et je dirige donc la maison de joaillerie qui s'appelle Weber. C'est une maison qui a été fondée en 1821 à Metz et qui fut l'un des grands noms en fait de la joaillerie, puisque entre 1889 et 1925, la maison Weber a gagné 5 grands prix aux expositions universelles. La maison était située rue de la Paix, au numéro 14 de la rue de la Paix. Et voilà, la maison a existé jusqu'aux années 1982, où là, la maison a fermé ses portes. Donc, c'est vraiment la génération, en fait, de mon père qui n'a pas dirigé la joaillerie. Et moi, donc, je l'ai relancé maintenant ça va faire 3 ans en juillet, exactement. Comment t'es parti sur ce projet de reprise et est-ce que t'es parti seul? Alors en fait, c'est vrai que c'est cette idée, c'est une grande aventure professionnelle, mais aussi personnelle. Et c'est cette idée, en fait, elle me vient depuis très 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 longtemps. En fait, c'était à l'âge de 16 ans, lorsque ma grand-mère m'a offert un bijou Weber. J'ai ouvert l'écrin et là, j'ai vu mon propre nom écrit sur l'écrin, Weber, 14 rue de la Paix. Et je me suis dit, c'est que c'est trop dommage finalement que les bijoux soient exposés uniquement voilà dans des musées, fassent partie de l'histoire. Certes, c'était super, mais je voulais vraiment rendre la joaillerie à nouveau vivante. Et finalement, cette idée ne m'a jamais vraiment quittée. Alors j'avais 16 ans, donc forcément j'étais très jeune et je savais déjà à l'époque que c'était une idée un petit peu folle, mais en tout cas, voilà, l'envie était là. Et puis ensuite, j'ai fait une école de commerce. J'ai débuté ma carrière en finance, en fusion-acquisition, en stratégie. Et puis, j'ai dirigé une société dans la recherche clinique où là, j'étais directrice générale d'un petit groupe d'environ 250 personnes et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société qui connaissait des difficultés financières et opérationnelles. Et c'est vrai que c'était à l'époque un secteur que je connaissais pas du tout et je suis parvenue, voilà, à répondre à un certain nombre de problématiques, à redresser la société avec bien évidemment les équipes aussi qui étaient voilà à mes côtés. Et c'est là où j'ai eu aussi un déclic où je me suis dit tiens, en fait, si tu étais capable de relancer cette boîte, de récupérer des big pharma, typiquement comme Novartis, c'était quand même pas aisé. Eh bien, tu peux relancer la maison de joaillerie Weber. Voilà. Alors, je l'ai pas fait toute seule. J'ai été entourée, notamment de mon frère Damien. On va en parler aussi. Et j'ai mis aussi un peu de temps parce que, en fait, la propriété intellectuelle du nom Weber n'était pas disponible. Et ça, en fait, je m'en étais rendu compte assez rapidement. Je m'en étais rendu compte, c'est ça, vers l'âge de 30 ans. À l'époque, je travaillais chez TF1 et voilà, là, avait ma petite idée qui remontait. Là, mon idée me taraudait. Donc, première chose qu'on fait, c'est on essaie de voir si la propriété intellectuelle du nom est disponible. Et non, le nom n'était pas disponible, rien n'était disponible. J'allais sur Internet, je tapais vever.com, je tombais sur un site avec écrit, voilà, Vever, nom de domaine déposé par Luvanis. Et alors, je me suis dit, oh là là, ça va être super compliqué de relancer la maison parce qu'en plus, il faut que je récupère mon propre nom de famille. Donc, il fallait vraiment que je sois motivée. Et c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu attendu. Et je l'ai relancé, donc, aux côtés de mon frère, triplé, Damien. C'était un drame familial quand cette histoire s'est arrêtée. Toi, tu t'en souviens ou t'étais trop jeune? J'étais vraiment petite, j'avais 3 ans, donc je m'en souviens pas du tout. Après, on a vécu avec les souvenirs, voilà, clairement de la joaillerie. Et c'est vrai que mon père n'aimait pas trop en parler. On pouvait ressentir que c'était des sujets qui étaient douloureux, que il avait certainement dû connaître, voilà, des moments pas forcément très agréables avec cette entreprise familiale qui était un petit peu, je pense, voilà, en fin de vie. C'est vrai que les entreprises familiales, voilà, c'est quelque chose qui peut être
passionnant, qui peut vraiment, regrouper, rassembler toute une famille, comme ça peut être aussi un poids très lourd, et ça a été un peu le cas à la fin, dans les années 80. Et donc c'est vrai que quand on a voulu relancer la maison avec mon frère Damien, au début mon père était un petit peu circonspect. Il voyait pas tellement l'intérêt de relancer ça. Ça remuait un peu des mauvais souvenirs aussi. Mais bon, il me l'a jamais vraiment dit. C'est juste, voilà, on va dire son silence qui pouvait en effet être interprété de cette façon-là. Mais il m'a totalement supporté. Il a été derrière moi. Il nous a aidé aussi, voilà, financièrement à relancer la maison parce qu'il faut beaucoup d'argent Mmh. pour relancer, voilà, une maison de joaillerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, une de nos plus grandes fiertés, je pense, avec Damien, eh bien, c'est finalement d'avoir fait changer aussi le regard de notre famille sur Weber. Moi, j'ai encore l'image de mon père quand il est arrivé à la Biennale des antiquaires où Weber avait exposé. C'était dans le grand palais éphémère. On avait un très bel espace. Et je me souviens encore des yeux de mon père, pardon, voilà, encore humide, alors que mon père, c'est quand même quelqu'un de très pudique, mais voilà, humide parce qu'il voyait la maison renaître de façon aussi prestigieuse, et je pense que il devait très certainement se remémorer plein de choses et se dire que son père certainement aurait été très fier aussi. Voilà. Lui, il avait fait le choix de pas la diriger? Non, parce que moi, il a connu mon père, quoi, mon grand-père, donc le père de papa, au chômage quand ça s'est fermé. Voilà, tout ça, c'était Ouais. hyper compliqué. Donc, Mmh. lui, il voulait surtout pas en entendre parler. Donc, il a pas du tout travaillé, même dans le secteur de la joaillerie. Il a plutôt, voilà, travaillé c'était vraiment un expert européen. Donc, il a plutôt travaillé sur tous ces sujets-là, et donc plutôt dans le domaine public, pas du tout dans le domaine privé. Toi, comment tu t'es formé à la haute joaillerie et à la joaillerie? Non, en fait, alors déjà, il faut savoir que c'est pas très compliqué, hein, le secteur de la joaillerie. C'est en tout cas un business model qui est très simple à comprendre. Et c'est vrai que moi, de par les différentes expériences que j'ai pu avoir, j'ai travaillé en stratégie, je travaillé en fusion-acquisition dans différentes entreprises. Il faut savoir qu'on travaille en stratégie et en conseil, on va travailler dans plein de secteurs différents, sur des problématiques qui sont très variées. Donc, il faut être assez agile d'esprit et savoir comprendre assez rapidement un business model. Voilà. Le business model de la joaillerie, c'est pas très compliqué. En revanche, c'est un secteur qui est fermé. Donc c'est vrai que ce qui est très important, c'est trouver les bons artisans, les bons ateliers et savoir s'entourer des bonnes personnes qui vont vous aider à développer Weber. Et donc c'est la première chose que j'ai faite. Je suis allée dans une école de joaillerie qui s'appelle l'Académie des métiers d'art, qui avait un incubateur et qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, connaissait très bien Weber, parce que quand je l'ai appelé pour connaître les conditions d'entrée dans son incubateur, je lui ai dit, voilà, je m'appelle Camille Weber. Tout de suite, il m'a dit, ah, mais Weber de la famille du joaillier. Donc, je dis, ouais. On a une salle à votre nom et tout. Donc, voilà, je me suis dit, tiens, c'est un signe du destin. Donc, lui, il a trouvé ça formidable. Et donc, c'est vrai que tout de suite, ça m'a aidé parce que ça m'a permis, voilà, de m'ouvrir les portes, notamment des ateliers. Et on a un atelier avec qui on travaille depuis le tout début. Maintenant, on travaille avec 5 ateliers, voilà, qui est notre premier atelier justement, voilà, de départ. Et aujourd'hui, on a aussi, voilà, relancé la maison avec également d'autres experts du secteur, des anciens de chez Cartier et d'Harry Winston, qui ont aidé notamment au début, voilà, au développement de la marque. Et puis, on a une directrice créative qui s'appelle Sandrine Delage, qui fut notamment directrice créative de Cartier et d'Harry Winston, et qui est entre autres directrice créative de Weber, mais pas que, elle est directrice créative d'autres marques. Et elle aussi, voilà, elle a imaginé l'univers artistique de la maison, dessiné la collection. Donc, on était aussi bien entourés. Et c'est ça aussi un peu le message, j'ai envie de dire, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut aussi être humble et savoir s'entourer d'experts dans les domaines dans lesquels vous n'avez pas forcément, entre guillemets, les compétences, sachant que vous, vous gardez la vision, vous avez le cap stratégique, et votre talent, c'est de savoir s'entourer justement des gens qui sont, entre guillemets, meilleurs que vous dans certains domaines. Voilà. Comment on réinvente une ligne artistique, quand on a un passé de plus de 100 ans? C'est vrai que c'est pas une chose qui est forcément aisée. Alors, on va dire que
les gros avantages, c'est la richesse que va apporter l'héritage, les archives, la légitimité, le fil conducteur au niveau de l'ADN. Donc c'est vrai que typiquement, Weber, c'est notamment une maison qui est très connue pour le courant Art Nouveau, qui est autour de la faune, de la flore et de la femme. Et l'Art Nouveau, c'est aussi des matériaux qu'on n'avait jamais utilisés auparavant en joaillerie. C'est l'apparition d'un nouveau type de bijou qu'on va appeler le bijou moderne. Donc typiquement, Weber a utilisé des pierres qu'on considérait pas forcément nobles à l'époque ou des matériaux qu'on considérait pas forcément nobles, comme de l'émail, comme du verre, comme des pierres dures, comme de la corne, comme de l'ivoire au profit du bijou. Donc ça va être un peu un bijou d'art en fait qui va apparaître. Donc ça c'est vraiment l'ADN de Weber. Et quand on relance une maison comme ça avec ses archives, la question qu'il faut se poser, c'est se dire quel est l'ADN de la maison et comment est-ce que je prolonge et comment est-ce que je respecte justement mon ADN. Donc l'idée c'était toujours de rester dans cet univers très fantastique qu'est l'Art Nouveau autour des thématiques de la faune, de la flore et de la femme. Donc Weber 2024, c'est vraiment ça, c'est toujours une ode à la nature et une ode à la femme. Et la question qu'on s'est posée également avec Damien, c'était de se dire, voilà, Weber a été pionnier de l'Art Nouveau, l'Art Nouveau qui est un mouvement qui a secoué donc les codes de la joaillerie avec l'apparition de ce nouveau type de bijoux. Qu'est-ce que serait aujourd'hui l'Art Nouveau? C'était ça la question. Eh bien, pour nous, l'Art Nouveau, c'est un luxe nouveau. En fait, c'est un luxe qui va être cohérent, congruent avec son univers artistique et une ode à la nature, une ode à la femme. C'est pour nous en fait l'art nouveau, le luxe nouveau, pardon, c'est quelque chose qui va correspondre à nos valeurs et à nos convictions. Voilà. C'est vrai que le bijou, c'est vraiment la métaphore de l'amour. Eh bien, c'est important finalement que les valeurs de l'entreprise, que les matériaux qu'on va utiliser respectent également cette ode, à la nature. Donc aujourd'hui, nous, on est une joaillerie qui respecte l'humain et la nature. On propose une joaillerie où les diamants ne sont pas extraits des mines, mais où les diamants sont cultivés en laboratoire auprès de producteurs qui ont une empreinte carbone qui est réduite. On utilise de l'or qui est recyclé et également tous nos bijoux sont fabriqués en France. On valorise en fait le savoir-faire artisanal, le génie humain finalement sous toutes ses formes. Et comme notre univers artistique est une ode à la femme également, on a aussi des engagements très forts auprès de la femme et je suis notamment très impliquée dans tous les sujets d'entrepreneuriat féminin et j'ai un certain nombre justement de mandats où je mentore des jeunes femmes qui lancent leur société. Vous êtes entreprise à mission? Exactement. C'est comment, pourquoi et comment, en fait, vous en êtes arrivé là? Comme je te l'ai dit, quand on a relancé Weber, voilà, l'idée c'est de se dire qu'est-ce que ce serait le luxe nouveau. Pour nous, c'est un luxe qui correspond à nos valeurs, à nos convictions. C'est un luxe qui intègre les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc depuis le départ, en fait, on a pensé Weber de cette façon-là. Et on s'est dit, il faut pouvoir communiquer finalement nos engagements auprès de nos clients. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-responsabilité, etc. Et le message peut être un petit peu, nébuleux. Donc nous, on voulait être vraiment transparent vis-à-vis de nos clients et on a découvert le statut d'entreprise à mission, qui est un statut qui correspond en tout point à nos attentes, puisque c'est justement avoir une raison d'être, une mission. Donc nous, notre mission, c'est proposer une joaillerie qui respecte l'humain et la nature. Et ensuite, vous avez un certain nombre d'objectifs avec des éléments qui sont chiffrés et qui sont audités. Donc nous, on a un objectif environnemental chiffré, donc autour des matériaux qu'on va utiliser, éco-responsables, que ce soit nos diamants qui sont cultivés en laboratoire, que ce soit l'or recyclé, que ce soit nos écrins qui sont éco-conçus, nos sacs qui sont éco-conçus, ou même les tissus de nos écrins qui proviennent également de chutes de tissus de maisons de haute couture. On a un engagement territorial sur le Made in France. Tout est fabriqué
en France, et on a également des engagements chiffrés sur toutes les actions qu'on met en place dans le cadre du soutien auprès de l'entrepreneuriat féminin. Donc c'était vraiment une volonté de transparence vis-à-vis du client, et puis quelque part aussi un petit peu de garde-fou, dans la mesure où voilà, on sait très bien que il faut beaucoup d'argent dans la joaillerie pour se développer. Donc à un moment, on savait qu'il fallait lever des fonds, et quelque part avoir ce statut, ça nous permet aussi de trier finalement les investisseurs et de s'assurer que voilà, notre volonté, notre vision justement soit respectée. Et du coup, là, par rapport à l'aspect levée de fonds, aujourd'hui, vous avez levé auprès de qui? Comment? Et c'est quoi la promesse? C'est de vous positionner comme le nouveau Mauboussin? Alors, nous, on a levé, donc maintenant il y a 3 ans, un peu plus de 4 millions d'euros, 4,5 millions d'euros, auprès d'un certain nombre voilà, d'investisseurs. Donc ça peut être soit des fonds, ce qu'on appelle des fonds ventures, des family office ou des gros business angels. Aujourd'hui, on est également en cadre de notre process de levée de fonds, notamment pour financer le développement et l'accélération du développement. Donc, tout ce qui est financement notamment de BFR, entre autres, et le déploiement voilà, international qui nécessite des fonds. Et en termes de positionnement, non, nous, on se compare pas du tout à une maison comme Mauboussin, qui a un positionnement, alors ils sont beaucoup, beaucoup plus gros déjà, mais qui est très différent, qui a même un peu fait la stratégie inverse de Weber. C'est-à-dire que Mauboussin fut vraiment un grand nom voilà, de la joaillerie. Et avait notamment un très grand d'ailleurs client qui était le sultan de Brunei, faisait énormément de haute joaillerie. Donc les pièces de haute joaillerie, c'est des pièces qui sont supérieures à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et là maintenant, ils sont plus du tout dans cette. Ils ont perdu ce fameux client. Ils ont eu de grosses voilà difficultés voilà économiques, etc. Parce que quand on perd un gros client comme ça, forcément, on est en risque sur le chiffre d'affaires. Donc il y a une autre stratégie qui a été mise en place, qui est une stratégie beaucoup plus de volume et beaucoup moins de prix, avec des développements de bijoux qui sont beaucoup plus accessibles. Je crois que le panier moyen ou le prix moyen, c'est autour de 800 euros. Chez Mauboussin, on n'est pas du tout voilà sur un positionnement en tout cas luxe. Ils sont développés un petit peu partout. Je pense pas du tout qu'ils fassent du made in France. Donc voilà, c'est un peu différent, mais voilà, c'est une stratégie qui fonctionne. Voilà, et je pense qu'ils ont sauvé aussi beaucoup d'emplois grâce à ça. Mais c'est pas du tout la même stratégie, voilà, que Weber, qui est une stratégie où nous on valorise vraiment le savoir-faire français. Tout est fabriqué en France. On est sur un panier moyen autour de 2700 euros, mais on a des bijoux qui commencent voilà à 800 euros, et puis ça part à des prix qui sont beaucoup plus élevés, mais il reste quand même abordable puisqu'on est à 2700 euros. Mais nous, on valorise vraiment, on fait de la haute joaillerie, on valorise vraiment tout ce travail voilà artisanal. On choisit vraiment nos lieux de distribution. Une femme ou un homme qui achète un bijou Weber, voilà, c'est un bijou qui est assez exclusif, qui est assez unique. Il a une expérience qui est voilà, qui est intime, qui est différente. Quand il vient au showroom Weber, il est très bien traité. Et ça, c'est quelque chose finalement, ce qu'on disait, d'assez exclusif, d'assez intimiste, d'assez confidentiel. Donc non, c'est très différent de ce que peut faire Mauboussin. Mmh. Et du coup, c'est quoi votre stratégie de distribution, vous? Alors nous aujourd'hui on est dans 14 points de vente et dans une dizaine de pays. Donc l'idée c'est de continuer vraiment à se développer par le wholesale, par les réseaux de distribution. Mais en revanche, il faut bien choisir les bons distributeurs pour pouvoir vraiment être certaine d'avoir notre cliente qui aura justement voilà une appétence et qui va se reconnaître dans Weber, dans ses bijoux, dans l'univers également de Weber. Donc nous, on cherche vraiment voilà à se développer de cette façon-là. Aujourd'hui, on est présent en France dans 4 points de vente. L'idée, c'est de continuer justement à se développer. Aux États-Unis, on est dans 3 points de vente et il y a une vraie appétence pour la marque également aux États-Unis, mais c'est aussi pour ça qu'on veut lever des fonds, parce que ça nécessite beaucoup d'argent, bien évidemment, de se développer aux États-Unis, et puis bien évidemment en Europe.
et en Asie. On voudrait aussi continuer à se développer sur la haute joaillerie. Pourquoi? Parce que Weber est l'un des plus grands joailliers voilà, du 19e et toute la moitié du 20e siècle, qui a créé des bijoux absolument extraordinaires pour des clients qui sont vraiment prestigieux. On a des collections voilà, de haute joaillerie, mais on voudrait continuer voilà, à en développer d'autres également. Du coup, aujourd'hui, vous avez que le showroom qui est votre point, enfin, qui est votre point de distribution en propre sur lequel vous rencontrez vos clients? Aujourd'hui, donc on est dans 14 points de vente, un au showroom rue de la Paix, en Mmh, effet en propre, et on en a un autre entre guillemets en propre au printemps, c'est-à-dire que c'est avec notre propre staff au printemps, notre propre d'accord. équipe. Donc on a un espace, un bel espace au printemps en face de Tiffany, au printemps joaillier avec nos équipes. Donc en fait, ça nous permet bien évidemment de rencontrer justement nos clients et d'échanger aussi avec eux. Sinon, on reçoit bien évidemment sur rendez-vous au showroom au 9 rue de la Paix. C'est toujours un plaisir de rencontrer nos clients dans ce cadre-là également. Petite, changement de sujet, comment on s'associe avec son frère? Euh, c'est marrant en fait, ça s'est fait de façon assez naturelle en fait. Alors moi, c'est vrai que cette idée, elle vient de moi, c'est-à-dire qu'à 16 ans, il n'a pas eu de bijoux verts, donc il n'a pas eu le déclic, on va dire. Donc moi, cette idée, je l'ai depuis très longtemps. Et puis en fait, avec Damien, on a toujours été quand même assez proches. C'est vrai qu'on est jumeaux, donc on a été dans les mêmes classes ensemble. C'était assez amusant d'ailleurs. Euh, et quand j'ai relancé en fait la Maison des Verts, lui aussi se posait des questions sur ce qu'il voulait faire ou pas. Voilà, il s'interrogeait. Et donc au début, en fait, il a participé, mais plutôt en shadow, quoi. Il était plutôt observateur, et puis au fur et à mesure, en fait, ça a semblé être une évidence pour lui. Donc en fait, les choses se sont faites assez naturellement, sans forcément, voilà, en discuter de façon aussi claire que ça. Ça s'est fait assez naturellement, et puis au fur et à mesure, bah voilà, il a participé, voilà, de plus en plus. Et puis après, bah, on s'est dit, bah voilà, ça serait super que tu puisses bosser full time ici. Et donc, il a tout quitté. Hein, il travaillait, il avait un super job à Bruxelles, et il est parti de Bruxelles. Il a déménagé en France pour venir travailler avec moi sur le verre. Vous vous répartissez les rôles comment? Alors, Damien, lui, va s'occuper beaucoup de la partie retail, wholesale, et puis aussi toute une partie des fonctions support, dont toute la partie RSE, donc tous les sujets liés justement bah, à notre statut d'entreprise à mission. Moi, je vais m'occuper beaucoup des opérations, donc toute la partie, bien évidemment, atelier, logistique, communication, branding également, et puis tous les sujets un petit peu financiers, levée de fonds, bah, de par forcément ma formation également. Après, c'est bien justement d'avoir des périmètres, mais on échange 15 fois par jour, quoi. On se parle tout le temps, même en vacances. Là, il est en vacances et je crois que j'ai dû passer 3 coups de téléphone. On a fait un call ce matin de je sais pas combien de temps. Et du coup, comment on met sur le papier une relation d'associé avec son frère? Est-ce qu'il y a pas un peu trop de réflexes? Alors nous, en fait, on n'a pas de pacte d'actionnaires entre nous, si c'est ça la question. Euh, donc en fait, les choses, elles sont entre guillemets relativement simples. Après, le gros avantage de travailler avec son frère, c'est qu'il y a une confiance absolue de part et d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est unique. Alors, franchement, il y a certaines fois où on a des désaccords, clairement, hein, et on fait part de nos désaccords, mais c'est extrêmement sain, en fait. On se dit les choses. On est très différents en termes de personnalité. Moi, je suis quelqu'un de plutôt voilà extraverti. Je suis une fonceuse. J'ai 150 idées. Je vois pas de problème. Il y a que des solutions. Bla bla bla. Lui, il est plus introverti. Il voit un peu plus les problèmes, mais bon, il voit beaucoup les solutions aussi. Mais voilà, il est plus modéré que moi. Il est plus calme. Il est plus posé. Mais finalement, ça se complète très très bien parce que c'est bien aussi d'avoir un garde-fou un peu pour moi qui puisse vraiment quand même, attends Camille, calme-toi 2 secondes, on va quand même essayer de se poser un peu. C'est très bien. Et en même temps, quand on dirige une boîte, quand on lance une boîte comme ça avec ce projet qui est quand même fou,
il faut quand même avoir un vrai tempérament d'entrepreneur, de business développement, d'avoir des idées. Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. On rebondit, on est agile, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'on forme un duo qui est hyper complémentaire. Voilà, avec une grande confiance. Et du coup, tu penses que c'est plus facile de résoudre les conflits, quand on est avec son frère que quand on est avec, quelqu'un qui pourrait être, un meilleur pote ou juste une ancienne connaissance de travail? Bah, en tout cas, moi, c'est sûr que avec Damien, je sais que oui. En fait, comme la confiance est là, euh, en fait, on part du principe que tout ce que la personne peut dire, c'est vraiment quelque chose, ouais, en tout cas qu'elle va ressentir, qui lui semble être, en tout cas, plus ou moins voilà factuel, que c'est quelque chose qui est gratuit, qui est pas calculé, il n'y a pas de manipulation par derrière. Et même si on se comprend pas, on le sait déjà. Donc en fait, ça arrive quand même, ça force obligatoirement la discussion, l'empathie, la compréhension, je trouve. Alors que quand on le fait avec quelqu'un, voilà, même ça peut être, moi j'ai jamais travaillé comme ça avec un ami, donc c'est un peu compliqué, mais à un moment se posent quand même les questions financières, pécuniaires, surtout quand il y a d'autres actionnaires qui sont là et tout. Donc à un moment, de toutes les manières, revient la question des alignements d'intérêts ou pas, et ça peut, et voilà, ça peut amener à des discordes et tout. Ce qui est pas le cas avec Damien parce qu'on a nos intérêts qui sont totalement alignés, que ce soit la vision de l'entreprise en tant que telle, c'est pas que professionnel, c'est totalement personnel, et donc c'est ce qui fait qu'on met autant de passion, c'est ce qui fait que la société se développe bien aussi, c'est que on met plus que si c'était juste un boulot, c'est notre nom, quoi, c'est notre histoire, et nous, on sera content si dans 200 ans, voilà, Wever est toujours là, avec les valeurs, avec l'idée, avec la vision qu'on avait insufflé, pardon, dès le départ. Et c'est plus facile pour aller voir des actionnaires, pour leur expliquer qu'on est frères et sœurs, qu'on repart dans un projet, de famille? Alors là, il y a plusieurs sujets. C'est vrai que, en fait, la problématique des entreprises familiales, c'est que par définition, vous dirigez la boîte du fait, en fait, bah, de votre appartenance à la famille, de vos gènes, on va dire, Mmh. de votre lignée, voilà, généalogique, etc. À la base, voilà. Donc il y a toujours une question sur les compétences. La légitimité, donc quand vous dirigez une entreprise familiale, je trouve qu'il faut encore plus démontrer aux autres votre légitimité à diriger l'entreprise. Et donc, nous, c'est vrai qu'au début, quand on a voulu lever des fonds, il y a, et même il y a des experts avec qui voilà on pouvait travailler, qui clairement au début voilà on était les héritiers quoi. Quoi, tu me connais un petit peu François Mmh. Joseph, est-ce que tu connais ma voilà quoi, moi genre héritière c'est tout ce que je déteste en fait, c'est tellement passif héritière, en plus je suis héritière de rien du tout, je me suis endettée quoi, j'ai rien quoi. En plus le terme en plus la même je suis héritière de rien quoi, donc en fait c'est vrai que ouais, il y a un côté un peu péjoratif, je trouve, en tout cas quand on reprend une entreprise familiale, c'est qu'il y a ce terme héritier. Les fonds d'investissement ou les fonds, les investisseurs, et ce que je peux entendre, ont peur de devoir faire face à un héritier qui est juste là pour le nom, quoi. Et donc, en effet, il faut pouvoir démontrer que oui, on a le nom, mais on a surtout toutes les compétences, et que donc, en fait, c'est parce qu'on a toutes les compétences qu'on dirige la boîte. Et pourquoi est-ce qu'on va encore mieux la diriger? C'est parce que, en plus, on est entre guillemets un héritier, on porte le nom, et que donc, en plus d'être professionnel, c'est personnel, et en plus, on incarne la boîte, etc., avec tous les avantages que ça peut également apporter. Donc au tout début, oui, on a dû faire face à ça, et puis ensuite, bah forcément, les investisseurs, ils font leur due deal, ils se renseignent et tout, puis ils se rendent compte que voilà, on a bien évidemment autre chose à apporter, mais en effet, au tout début, il faut en effet quand même pouvoir justifier notre légitimité. Et du coup, par rapport à ces investisseurs, ton passé en cabinet de conseil et en corporate développement, t'a été, d'une grande aide?
Oui, c'est sûr que ça a aidé parce que c'est sûr que les investisseurs, ils vont injecter de l'argent dans la boîte. Ils veulent s'assurer que l'argent sera bien géré, quoi. De temps en temps, l'argent, bah, ça brûle un petit peu les doigts et ça peut être investi n'importe comment. Et c'est vrai que le fait d'avoir bah, une personne qui sait gérer une boîte, déjà qui a dirigé une boîte, qui a géré une boîte, et qui en plus a travaillé également voilà en finance, en audit, qui a fait des audits d'acquisition financière, ben, au moins ça les rassure parce qu'ils savent que je sais ce que c'est que des prévisions de trésorerie, qu'ils savent que je sais ce que c'est qu'un compte de résultat, une marge brute, que je sais piloter une boîte avec des actions et quel est l'impact financier de la boîte. Je sais ce que c'est un besoin en fonds de roulement, etc. Donc ça, c'est sûr que clairement, c'est quelque chose, voilà, qui va les rassurer. Après, il y avait eu la dimension opérationnelle. Dans quelle mesure est-ce qu'elle va être capable de diriger cette boîte? Bon, comme j'avais déjà dirigé une boîte dans la recherche clinique, et en plus c'était un secteur qui pour le coup m'était inconnu, ben ça aussi forcément ça rassure. Donc je pense qu'en effet mon background a quand même aidé à rassurer les investisseurs. Est-ce qu'au moment de ce projet de reprise, tu as eu des doutes? Non. Non, 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 pourtant c'est un projet un peu fou, mais parce que j'ai dû, franchement, quand j'ai commencé, j'ai mis tout mon argent donc, dans la société et l'argent qui fondait parce que je mettais tout en fils d'avocat pour récupérer la propriété intellectuelle de Weber. Donc, faut être quand même un peu fou, hein. À l'époque, je pouvais pas appeler la société Weber, donc je l'avais appelée Camille Weber, et je me souviens que le fonds avait fait opposition sur Camille Weber. Donc en fait, voilà, c'était en plein contentieux, donc c'est vrai que c'était un peu fou. Après, voilà, je m'étais dit en fait, qu'est-ce que tu risques en fait dans le pire des cas? Bon, bah t'as perdu tout ton fric, voilà, j'ai envie de te dire. T'as perdu tout ton fric, voilà. Bon, mais finalement les risques, en tout cas à l'époque, ils restaient quand même assez modérés. Après, voilà, je savais que c'était un projet très 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 ambitieux parce que relancer une maison de joaillerie comme ça avec quand même très peu de fonds dans un marché extrêmement concurrentiel, oligopolistique, avec des géants en face de moi. Donc les géants, c'est Richemont avec Cartier, Van Cleef, LVMH avec bon, ouais, Tiffany, Bulgari, Kering avec Boucheron, Pomellato, des géants en face de moi qui sont déjà hyper connus et qui ont des moyens financiers qui sont colossaux. C'est vrai que bon, les gens qui au début investissent dans mes verres, c'est vraiment ce qu'on appelle de la love money, quoi. Ils l'ont fait parce qu'ils m'aimaient bien, quoi. Mais vraiment, mais voilà, j'ai rien lâché. Et de toutes les manières, c'est ça aussi le secret, hein. C'est un projet et au début il y a rien et puis on se donne à fond, à fond, à fond et on développe. Mais il faut être malin, faut proposer, faut avoir une proposition qui soit différente des propositions existantes. Faut arriver à connaître qui est notre client, ça c'est super important. Qui est mon persona, qui est mon client, dans quelle mesure est-ce que je réponds justement à son besoin, et puis agrandir cette communauté justement de clients, et puis continuer voilà à se développer. C'est ce qu'on essaye de faire. Comment on embarque son entourage dans ce projet? Euh, alors moi, c'est vrai que ma famille m'a suivi quand même assez rapidement. Alors déjà, ils m'ont suivi dès le départ quand j'avais ce contentieux avec le fonds, puisque je voulais quand même intenter une action groupée collective. Donc il fallait que j'ai l'accord de toutes les personnes de la famille Weber, chose que j'ai eue. Donc ils savaient que j'allais lancer voilà ce projet. Et ensuite, je pense sincèrement au début qu'ils l'ont fait par soutien, quoi. Je sais pas s'ils y croyaient beaucoup, sauf peut-être ma sœur, mais voilà, je pense qu'ils l'ont fait par soutien, par pure voilà, amitié ou amour. Voilà, c'est de la love money. Et puis ensuite, quand ils ont vu voilà qu'on se développait, qu'en effet on avait fait appel à ces experts du secteur, bah, au fur et à mesure, ils ont vu justement bah, le projet
prendre vraiment, voilà, de l'ampleur. On a eu énormément de presse également. Ils ont vu tous les bijoux qui avaient été créés, tous les points de vente qui étaient ouverts, des expositions qu'on a pu réaliser, les partenariats aussi qu'on a pu faire. Et donc tout ça, ça donne voilà de plus en plus confiance. Et donc forcément, les personnes ensuite ont envie de rentrer justement dans l'aventure. Et du coup, en 3 ans, c'est quoi la plus grosse, conséquence ou, positive ou négative de cette aventure sur ta vie perso? Euh, j'ai divorcé. Ah, désolé. Non, non, c'est pas grave. Non, en fait, c'est amusant parce que je crois que je parlais, c'était une conférence avec un autre entrepreneur, mais je me souviens plus de son nom, qui disait l'entrepreneur divorce. Bon, c'est un peu triste de dire ça, mais je sais pas si on peut dire que l'entrepreneur divorce. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que quand on est entrepreneur, bah, c'est un autre bébé en fait dans notre vie, quoi. Donc c'est 150% de notre temps, on y pense tout le temps en fait. Je me réveille le matin, j'y pense, je repars le soir, j'y repense, en vacances, j'y pense, j'en parle tout le temps, ça va être insupportable, entre guillemets, pour la personne qui m'accompagne. Alors, si la personne qui est avec moi n'a pas, entre guillemets, ce profil d'entrepreneur, voilà, ce qu'on entend, les gens peuvent être différents, ça peut être très compliqué et très lourd à porter. Ce qui était le cas, en fait, voilà, je pense de mon ex-mari. Donc, c'est vrai qu'il faut, quand on se lance dans l'entrepreneuriat comme ça, je pense qu'il faut quand même vraiment discuter avec son mari, son conjoint, pour voilà, vraiment lui dire, lui expliquer les conséquences aussi que ça peut avoir sur la vie perso, et de voir si la personne est prête ou pas à vous accompagner. Alors, moi maintenant j'ai un conjoint, voilà, hein, mais qui lui, avec qui ça se passe hyper bien parce qu'il a ce mindset en fait entrepreneur. Donc lui, au contraire, il trouve ça génial cette aventure, il trouve ça super. C'est mon premier supporter, on va dire. Et au contraire, il va m'aider. Parce qu'en plus, quand vous êtes entrepreneur, bah, il y a plein de, souvent, vous avez très souvent, enfin, c'est un ascenseur émotionnel d'être entrepreneur. Il y a toujours des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Et donc, c'est quand même quelque chose de très stressant, pas dire le contraire. Euh, et donc, en fait, vous avez aussi besoin d'avoir un conjoint qui va vous soutenir, qui va vous écouter et tout. Or, si votre conjoint, bah, lui, au contraire, ça le stresse, cette histoire d'entrepreneur, on a ras-le-bol de vous entendre parler, bah, il va vous créer du stress en plus. Donc ça peut pas fonctionner, en fait. Voilà. Le duo ne peut pas fonctionner. Donc voilà. Mais aujourd'hui, en revanche, ma vie perso, va très bien. J'ai 2 enfants aussi, plutôt petits, l'aîné à 10 ans, le dernier à 5 ans. Et après, c'est vraiment une question d'organisation, en fait, voilà, familiale. C'est sûr que j'ai une nounou à plein temps, je vais pas dire le contraire. Je mets tout mon argent dans ma nounou, mais c'est indispensable, voilà, d'avoir quelqu'un aussi pour nous aider. C'est pas possible de travailler à fond et en même temps de hyper bien gérer tout, l'école, les enfants, c'est pas possible. Je choisis mes batailles. Voilà. Et avant de te lancer, tu avais imaginé que ça te prendrait autant dans ta vie ou pas? Euh, alors, j'avais imaginé que ça prendrait beaucoup de temps parce que tu sais, comme j'ai travaillé en fusion-acquisition, bah, les fusions-acquisitions, on bosse quand même vraiment énormément. C'est du gros n'importe quoi d'ailleurs. Mais je pensais pas que ça allait être, que ça pouvait être aussi dur, tout comme générateur d'autant d'émotions fortes et de joie en fait. Ce côté ascenseur émotionnel dont je te parlais, c'est quelque chose que j'avais pas du tout entre guillemets appréhendé. Voilà. Après, je savais que j'allais voilà beaucoup travailler, mais voilà. Et après, c'est vrai que pour moi, l'entrepreneuriat, ça m'a ouvert. J'ai rencontré des personnes absolument formidables, brillantes, des personnes certainement que je n'aurais jamais pu rencontrer dans mon ancienne vie parce que voilà, qui viennent un petit peu de tous les milieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez formidable. Ce qui est formidable, c'est quand tu as ta boîte, ben, en fait, tu as des gens qui travaillent avec toi euh, et en fait, ils sont portés par le projet. Et comme c'est ton projet, ben, en fait, tu prends les choses aussi de façon très personnelle parce que les personnes te suivent aussi parce que bah, ils croient dans ton projet, ils croient en toi. Donc ça, c'est quelque chose aussi, voilà,
pour lequel je suis extrêmement voilà redevable. Et c'est tout ça, c'est des choses que j'avais pas forcément, en tout cas, intégrées ou anticipées avant de l'avoir vécu. Est-ce que le fait que ça soit toi plus ton frère, que ça soit ton nom, le nom de l'entreprise, fait qu'il y a une culture différente des entreprises dans lesquelles tu étais passé avant? Oui, bah, c'est sûr que la culture, chez Weber, alors on est tout petit encore, hein, on est, 10 équivalents temps plein, mais elle est très incarnée, par les valeurs de Damien et de moi-même. Comme tu as pu le comprendre, c'est le respect, des valeurs, que ce soit les valeurs humaines ou les valeurs autour, voilà, notamment l'éco-responsabilité, c'est des choses qui sont très, très importantes pour nous. Donc, c'est sûr que cette culture d'entreprise, elle est totalement diffusée, en tout cas, euh, au niveau de Weber et au niveau de toutes les personnes qui travaillent pour Weber. Toutes les personnes qui travaillent chez Weber sont des personnes qui sont hyper, hyper engagées. Et également extrêmement professionnelles et qui travaillent très dur. C'est pour ça que le côté entreprise à mission, je trouvais ça super intéressant parce que, en fait, l'idée, c'est quand même d'être rentable et de faire du profit, sauf que on le fait, mais voilà, on intègre des enjeux environnementaux, on intègre des enjeux sociétaux, on respecte les clients, on respecte les prestataires. Donc, on fait du business, mais voilà, avec des valeurs, quoi, tout simplement, quoi. Et donc, toutes les personnes qui travaillent chez Weber sont des grands professionnels, sont tous ultra brillants et sont tous très engagés. Voilà, donc c'est un vrai plaisir. Bon, bah, c'est top. Si des personnes veulent te contacter, le mieux, c'est de te contacter comment? Alors, donc moi, je suis sur LinkedIn, Mmh. donc Camille Weber, donc on peut m'envoyer sans aucun problème un message sur LinkedIn. Sinon, on peut aussi sans aucun problème m'envoyer un mail. Mon mail est assez simple, c'est camille@wever.com. Bon, bah, super. Écoute Camille, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ce témoignage et puis, bonne chance pour la suite de Vever et notamment cette nouvelle levée de fonds. Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger. À très bientôt. À bientôt.